Merci et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos chroniqueurs qui sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, on va passer on va passer l'analyse sur les sujets qui ont marqué l'actualité ici au Burkina. D'abord, pour commencer, il s'agit du message vidéo de l'ambassadeur des États-Unis. L'ambassadeur a fait un message vidéo pour expliquer certaines mesures d'urgence prises par l'ambassade ces derniers moments. On va donc discuter de ce contenu-là. Et puis, deuxième sujet, il s'agit de ce massacre ethnique qui a été dénoncé à l'Est par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Nous allons donc parler. Et puis, troisième sujet au plan national, ce sera les accords entre le Burkina et la France, accord qui crée beaucoup de polémiques autour. Nous allons donc en parler. Et puis, dernier sujet au plan international, sous-régional, disons, voilà. Sous-régional, il s'agit de cette rencontre entre Blé Goudé et Guillaume Soro. Ça s'est passé du côté de l'Aïe, aux Pays-Bas. Nous allons débattre donc de ce sujet-là avec mes invités. Parfait, si les gars. Premier invité, parfait, journaliste, analyste. Merci, parfait d'être sur ce plateau. Et puis, Inoussa Ouedraogo, journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire Bendre, qui était un journal d'investigation. Merci Inoussa d'être sur ce plateau également. Et puis enfin, dernier invité, Moussa Sawadogo, il est journaliste et également consultant. Merci Moussa d'être là. Donc avec vous, on va discuter de ces sujets-là. Nous sommes donc trois aujourd'hui. D'abord, premier sujet, il s'agit du message vidéo d'ambassadeur des États-Unis au Burkina qui a trouvé mieux, en tout cas qui a jugé utile, en plus des décisions qui ont été prises, des communiqués qu'on a vus circuler. On en a parlé la semaine dernière déjà. Alors le message vidéo, qu'est-ce que ça vous a laissé entendre ou sous-entendre? Parfait, Sylvain. Comme pour les décisions prises par la France au Burkina Faso, je dirais que les Américains, les représentants du peuple américain sont dans une logique qui est de dire qu'il faut prendre toutes les dispositions pour protéger les citoyens américains. Et donc, il faut donner l'information parce que la logique aux États-Unis, c'est que l'État doit protéger tous les citoyens, où qu'ils soient. Et donc, il doit prendre des mesures préventives dans les différents pays où les Américains peuvent y être. Et donc, cette mesure, ces mesures qu'ils prennent, effectivement, c'est pour protéger. Donc, il faut effectivement qu'à un moment donné, que dans un futur, il faut que les pays africains aussi arrivent à cela. Il ne faut pas que nous laissions nos compatriotes en rate dans les pays où ils peuvent avoir un certain nombre de situations. Les Américains sont responsables. Ils regardent la situation et disent, voilà, au regard de la situation, nous ne pouvons pas, si nous voulons prendre des mesures pour que le jour qu'il y a un problème, on puisse nous dire, vous ne nous avez pas prévenu. Maintenant, on peut très bien comprendre les mesures qu'ils prennent parce qu'il y va de la vie, de la sécurité de leur histoire. Et je pense que la vidéo, c'est évidemment dans une logique de communication pour préciser les choses, mais en même temps pour dire aux partenaires burkinabés que les mesures prises ne sont pas dans l'objectif effectivement de laisser le Burkina seul affronter la situation, mais c'est pour la sécurité de leurs compatriotes. Mais la vidéo, par exemple, s'adresse concrètement à qui quand on regarde cette vidéo? S'adresse à qui? Parce que les mesures qui avaient été prises s'adressaient non pas aux Burkinabés, on a dit c'est aux concitoyens américains, mais la vidéo s'adresse... La vidéo s'adresse aux partenaires burkinabés. Pour dire aux partenaires burkinabés, oui, nous prenons des mesures de prudence pour nos compatriotes, mais nous restons engagés avec vous dans la lutte contre les terroristes. Maintenant, c'est au Burkinabé d'analyser. De toute façon, j'ai dit la dernière fois ici que nous n'avons qu'un seul pays. Les Américains, les Français peuvent très bien partir, ils peuvent estimer qu'ils ne sont pas en sécurité ici, mais nous, on n'a qu'un seul pays. Nous allons continuer à battre contre le terrorisme. Alors, Moussa, sur le plan purement de la communication, la forme qui a été donnée à cette intervention, à ce message de l'ambassadeur qui n'a pas trouvé utile, par exemple, de convier la presse pour faire une conférence de presse, qui n'a pas non plus peut-être utilisé le canal diplomatique pour informer ses partenaires donc l'État burkinabé.
mais qui a fait une adresse au peuple burkinabé. Ça paraît quand même un peu insolite, ça. Oui, je dirais que c'est ça un peu toute la nouveauté de la chose. La semaine passée, nous avons discuté ici de la nécessité pour les différents pays, comme Sylvia l'a dit, de protéger leurs ressortissants. Mais ce qui s'est passé avec la vidéo, c'est que c'est quand même un peu particulier que l'ambassadeur des États-Unis s'adresse directement à la population burkinabé. Parce que j'imagine qu'en prenant cette décision, la voie diplomatique a certainement été saisie. J'imagine que le ministère en charge des Affaires étrangères a été saisi de la mesure qui a été prise. Les ressortissants américains ont été saisis de la mesure qui a été prise. Et voilà que l'ambassadeur s'adresse directement au Burkinabé. Et cette forme de communication-là, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas le choix aux autorités burkinabées de communiquer avec leur population. Mais c'est l'ambassade des États-Unis qui communique, qui explique, non pas aux dirigeants, mais directement à la population burkinabé. Et là, je trouve que c'est un peu nouveau dans la forme. Maintenant, voyons dans le contenu. Parce que quand on regarde cette vidéo, l'ambassadeur nous dit que ça a été des mesures très difficiles, ça n'a pas été de gaieté de cœur, et que cela est fait pour qu'on puisse se reconcentrer sur vraiment se mettre dans une position de combat, etc., etc. Et quand on regarde le message, au fond, c'est-à-dire que la situation est plus grave qu'on ne croit. Et c'est ça peut-être où on peut réfléchir. Est-ce que l'ambassadeur aurait dû s'adresser directement à la population burkinabé? Quelle valeur ajouter ça? Je pense que là, on peut mener ce débat-là. Alors, est-ce que ça voudrait dire aussi peut-être que l'ambassadeur, il n'a pas confiance à la responsabilité des autorités de dire la vérité au Burkinabé, donc il le fait lui-même, par exemple? Est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte un manque de confiance quant à la capacité ou à la volonté des autorités nationales de communiquer avec la population pour qu'ils puissent passer? Non, je ne crois pas qu'il y ait un manque de confiance. C'est peut-être beaucoup plus au niveau même de la nature de la relation. N'oublions pas que la plupart de ces ambassades, quand on prend l'ambassade de France et essentiellement des États-Unis, ces dernières années, depuis l'insurrection jusqu'à maintenant, avec les différents ambassadeurs qui se sont succédés, on a vu comment ils se sont ingérés dans des questions internes. Ils ont occupé l'espace public pour s'adresser directement à des Burkinabés. Ce qui ne se ferait nulle part ailleurs. Je vois très mal notre ambassadeur aux États-Unis, en France, de le faire. Donc ici, ça traduit même la nature et le pouvoir qu'ils ont. Parce qu'effectivement, moi, je me pose la question, en termes de communication, quelle est la plus-value de cette vidéo? De toute façon, tout Ouagadougou savait que les Américains partaient, ça a été bien expliqué. Et j'imagine que les autorités administratives de ce pays, politiques de ce pays ont été saisies. Personnellement, je ne crois pas que cette vidéo ajoute quelque chose. Au contraire, elle fait beaucoup plus peur. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il y ait, j'allais dire, un peu de fébrilité diplomatique du côté burkinabé, de dire par exemple qu'on n'est pas d'accord avec cette méthode, de parler directement à la population? C'est nous qui sommes chargés de le faire, par exemple. C'est possible, on aurait pu l'envisager. Je suis effectivement d'accord que ça paraît comme de l'ingérence, pour ne pas dire que c'est simplement de l'ingérence. Au nom de quoi l'ambassadeur d'un pays, fût-il les États-Unis, peuvent décider comme ça de faire une sorte de discours adressé au peuple burkinabé. On peut se poser la question et se demander aussi pourquoi les autorités burkinabées n'ont pas réagi pour eux aussi donner un peu plus d'assurance aux Burkinabés, parce que ça peut effectivement faire peur à ceux qui peuvent ne pas comprendre les enjeux au niveau des relations internationales. Je pense que les pays, on dit en relations internationales, c'est les intérêts d'abord. Ici, les Américains défendent leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est de protéger leur population. Ils estiment qu'à l'état actuel de la situation au Burkina Faso, ils ne sont pas à mesure d'assurer la sécurité de leurs ressortissants. Donc, du coup, ils prennent des mesures conservatoires. C'est de l'anticipation, tout simplement. Mais en tant que Burkinabés, nous savons que nous sommes en guerre et que de ce fait-là, nous sommes tous dans le viseur.
Nous sommes tous des potentielles cibles parce que les terroristes ne choisissent pas, ils ne demandent pas ni l'ethnie, ni l'appartenance politique, etc. De ce point de vue-là, je pense quand même que ça aurait été bien que les autorités burkinabées cherchent soit à mieux comprendre avec les Américains pourquoi un tel message à leurs compatriotes, ou encore qu'ils expliquent aussi à nos populations ce qui peut se cacher derrière tout ce discours entre guillemets diplomatique qui paraît ne pas être très amical. Et je sais que ça aurait été la France, ça allait créer beaucoup plus de polémiques, mais bon, est-ce que justement, la question est là, est-ce que ce n'est pas parce que nos autorités sur le côté de la communication sont un peu, comme le débat a été fait ici la semaine dernière, qu'il y a une sorte de négation de la réalité qui est là souvent. On ne voit pas trop bien les faits décrits comme il faut. On essaie donc de voiler en fait la réalité, que peut-être pour craindre simplement qu'on déforme les décisions ou qu'on voit mal ces décisions-là, qu'on transforme ça en un sentiment anti-américain, que l'ambassadeur a voulu lever les équivoques en s'adressant directement. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de cacher une quelconque réalité. Il n'y a pas de réalité à cacher puisque ça se passe au vu et au su de tout le monde. Nos autorités peuvent cacher quoi? À qui? Pourquoi? Je ne vois pas. Nous sommes burkinabés, nous sommes tous sur le terrain, nous voyons ce qui se passe, nous voyons l'imminence du danger, nous savons que nous sommes en guerre et c'est pourquoi nous devons tous nous mettre en ordre de bataille pour lutter. Que le ministre de la Communication ou que d'autres ministres essaient justement de rassurer les populations pour leur dire que la situation est certes difficile, mais nous travaillons avec nos forces de défense et de sécurité, avec les moyens à notre disposition pour défendre notre territoire, pour défendre notre peuple. Ça, c'est tout à fait normal. Vous êtes un père de famille, il y a des difficultés dans votre maison, certainement, mais vous ne sortez pas dire à tout le monde que ça ne va pas. Même quand les voisins diront que c'est dur chez toi, tu vas essayer de rassurer tes enfants, tu vas essayer de rassurer ton épouse que, bon, c'est vrai que c'est dur, mais nous sommes en train de nous battre. Je suis en train de chercher de l'emploi pour améliorer nos conditions, etc. Donc, les dirigeants, je dirais, sont dans leur rôle. Je pense même qu'ils communiquent très peu et qu'ils doivent mieux communiquer, ils doivent plus communiquer pour rassurer les populations parce que la guerre n'est pas seulement que physique, elle est aussi psychologique. Et quand on gagne la bataille psychologique, évidemment, la bataille sur le terrain peut aussi être, à mon avis, gagnée. Donc, il faut aller même au-delà de la communication par moment pour faire de la propagande parce que c'est important en situation de guerre. Alors, Moussa, sur le contenu, moi je retiens un passage de communiqué du message, des propos de l'ambassadeur. Il a dit quelque part qu'il a pris ces mesures-là pour pouvoir mettre l'ambassade sur le pied de guerre. Oui, c'est ce que... En français, quand on dit mettre sur le pied de guerre, qu'est-ce que ça peut voyez, cacher? c'est un peu ça. Il y a deux choses. D'abord, et c'est là où je trouve quel est le sens de ce poste-là. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Burkinabé, le pays, ça va chauffer. En clair, voici le message de l'ambassadeur. Ça va chauffer. On rapatrie nos personnels pour pouvoir nous mettre en position de guerre. Ça veut dire que ce qui s'est passé actuellement, ce qui est arrivé est peut-être beaucoup plus grave. C'est là que je trouve que ce message, pour moi, ce n'est pas un message optimiste. Je n'en vois vraiment pas le sens. Et pour rejoindre un peu ce qu'il disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait que nous, les Burkinabés, on fasse très attention. Sinon, effectivement, ce genre de communication-là peut venir nous perturber. Et moi, j'insiste et je persiste qu'au niveau de nos autorités, il n'y a pas de déni. Parce que en communication de crise, quand on dit qu'il y a un déni, ça veut dire qu'on ne reconnaît même pas l'existence de la crise. Or, aucune autorité burkinabé n'est sortie pour dire qu'on ne reconnaît pas que nous sommes attaqués, on ne reconnaît pas qu'il y a des problèmes. Donc, à partir de ce moment, si on reste dans le cadre spécifique de la communication de crise, on ne peut pas dire qu'il y a un déni. Par contre, le problème, on peut s'interroger sur la stratégie de communication mise sur pied. Et c'est là où peut-être on peut critiquer le gouvernement pour dire est-ce que la stratégie de communication adoptée est la bonne ou elle n'est pas la bonne. Ça, le débat peut être mené à ce niveau-là. Sinon, par rapport, pour revenir au message de l'ambassadeur, c'est vrai, on est dans une situation, vous savez, les Burkinabés ont peur. On dit que nos forces de défense et de sécurité sur le terrain avancent difficilement. Tous les jours, il y a des attaques. On voit des informations macabres qui arrivent. On dit que nos partenaires
nos partenaires, la France, les États-Unis, sans eux, nous ne pouvons rien. Et voilà que ce partenaire-là vient dire qu'on va maintenant rentrer en guerre. J'évacue mes gens et la situation va être très difficile. Imaginez un peu l'impact. Bon, ce n'est pas tellement ce qui est dit. Oui, mais, non, mais c'est l'interprétation qu'on peut avoir. Oui, mais que la population peut avoir aussi. Voilà, ça c'est une interprétation. Parce qu'il a utilisé le mot de guerre. On va mettre l'ambassade en position de guerre. Ça veut dire quoi? Sur le pied des guerres. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Non, parfait, j'ai même tendance à penser que l'ambassadeur veut prévenir le monde entier que ce qui arrive maintenant, c'est la guerre civile. Parce que là, nous allons évacuer les plus faibles, c'est-à-dire les enfants. C'était les mineurs. Les mineurs, 14. Maintenant, ceux qui vont rester là, c'est ceux qui pourront avoir la force de courir ou de se mettre à l'abri. Voilà. Vous voyez, je pense que c'est assez fort quand même quand il dit ça. Et je pense que c'est au Burkinabé de donner la réplique à l'ambassadeur. C'est-à-dire mais que ce qu'il dit est faux ou non, qu'il ne doit pas dire ça? Moi, j'ai dit, l'ambassadeur peut dire tout ce qu'il veut. Oui, mais c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il parle aux Américains. Il ne parle pas aux Burkinabés. Mais là, il a parlé aux Burkinabés. Non. Le message, ce n'est pas aux Américains. Non, parce que les Américains avaient déjà réussi la mesure. Quand j'ai dit qu'il parle aux Américains, les mesures qu'il prend, c'est pour les Américains. Parce qu'il y a une tradition aux États-Unis. Vous devez travailler, vous devez prendre des mesures d'anticipation pour que rien n'arrive aux Américains. Maintenant, quand la deuxième chose par rapport aux Burkinabés, c'est que les Burkinabés prennent eux-mêmes la pleine mesure des choses. Et moi, je l'ai dit depuis, je l'ai dit ici, les Burkinabés ne savent même pas qu'ils sont en guerre. Moi, j'ai dit, c'est là où peut-être ce message, il a quelque chose de possible, c'est de dire aux Burkinabés, effectivement, ceux qui ne le savaient pas encore, que nous sommes en guerre et que maintenant, dans notre vie de tous les jours, nous devons intégrer ça. Et là, je suis d'accord avec Inoussa qui dit, on doit même faire de la propagande. Oui, on doit même faire de la propagande parce que... Quand on dit la réplique à l'ambassadeur, oui. Une réplique, c'est-à-dire quoi? Une réplique, j'allais dire diplomatique, une réplique stratégique qui voudrait dire que désormais, on fait face donc à la situation. Ouais. Quel est ce type de réplique qu'on peut faire? Mais c'est de ça, effectivement, que je parle. Parce que, effectivement, on a des gens qui se disent, oui, bon, on peut encore circuler dans nos villes et tout. Alors qu'on est dans une situation où on doit se dire, à tout moment, l'ennemi peut frapper. Et il ne va pas regarder que vous êtes noir, vous êtes de tel parti politique, vous êtes de tel... Non. Donc, l'ennemi va frapper et il peut frapper tous les Burkinabés, ceux qui sont sur cette terre. Donc, que les Burkinabés le sachent et qu'ils disent, en prenant toutes les mesures, en se mobilisant, effectivement, nous allons donner la réplique à l'ambassadeur qui nous dit effectivement, préparez-vous, ben, nous allons nous préparer. Et parce que de toute façon, nous n'avons qu'un seul pays. Et nous allons défendre ce pays-là au prix... voilà. Ouais, et justement, moi je pense que, et si ce n'est déjà fait, moi je pense que le ministre des Affaires étrangères doit convoquer l'ambassadeur pour comprendre c'est quoi l'objectif de cette information. Il faut regarder ce qui s'est passé au Bénin. L'ambassadeur de l'Union européenne, quand il a osé parler des élections législatives passées, on l'a déclaré persona non grata tout de suite. Voilà, c'est aussi... Est-ce qu'au Bénin, par exemple, voilà, il y a eu un précédent comme au Burkina, où on a vu l'ancien ambassadeur Mouchingi, par exemple, qui s'affichait avec des partis politiques. C'est ce que j'ai dit tantôt. Voilà, est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir aussi permis tout ça qu'aujourd'hui... Exactement, c'est ce que je disais tantôt. Je vous ai dit tout de suite que depuis quelques années, on a vu comment les ambassadeurs se sont mixés dans nos affaires internes. Donc, peut-être que c'est nous-mêmes qui leur avons donné cette habitude-là. Sinon, je vous dis, je vois très mal notre ambassadeur Il Boudou à Paris aller se prononcer sur les gilets jaunes. Je vois très mal notre ambassadeur à New York aller se prononcer sur l'affaire que Trump vit actuellement. Ça ne va même pas lui traverser l'esprit, parce qu'il sait que ce n'est pas son rôle. Alors, mais pourquoi chez nous, ici, on fait ça? C'est parce que nous avons laissé la chose. C'est parce que nous avons habitué nous autres à ce genre de situation. Peut-être aussi parce que nous, on ne prend pas la responsabilité, notre responsabilité pour dire ce qu'il faut dire au peuple.
Non, je pense pas. Je ne pense pas ça. Je ne pense pas ça. Bon, sur le contenu, j'ai donné un exemple. On est sur le pied de guerre. On met l'ambassade sur le pied de guerre, qui voudrait peut-être dire que bon, la guerre est à venir. Ce qui est passé, mais il y a encore une guerre à faire. Voilà. Bon, tel est le message, ou c'est simplement vraiment pour montrer, parce que l'ambassadeur allait plus loin pour dire que c'est pour aider le Burkina à confronter cette guerre. Vous savez, moi, je pense que nous travaillons nous-mêmes à nous faire peur pour rien. La situation est là et comme je l'ai dit, la situation est connue. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire que nous sommes en guerre. Je ne sais pas comment et pourquoi les gens se laissent... Moi, je ne reconnais pas l'ambassadeur des États-Unis comme une autorité du Burkina Faso. Son discours s'adresse à ses compatriotes. Il peut s'adresser au peuple burkinabé comme il l'a fait, mais ce n'est pas normal. Et nous devons le comprendre. Moi, j'aurais compris que nos autorités disent que la situation a atteint un niveau où, attention, ceux qui peuvent mettre de côté leurs enfants, les cacher, etc., parce que nous allons maintenant dans une autre dimension de la guerre, j'aurais compris le message clairement. Et que l'ambassadeur des États-Unis a dit que Karpala est dangereux, Balkou est dangereux, etc. Mais il y a des Burkinabés qui y vivent, qui sont à l'aise, qui vivent leur vie tranquillement de tous les jours. Mais il ne s'est pas adressé aux Burkinabés, il a demandé à ses ressortissants d'éviter ces quartiers. Donc ce qu'il dit ne regarde que les États-Unis et leurs compatriotes. Donc de ce point de vue-là, je pense que nous pouvons tous effectivement interpréter comme nous le voulons le message de l'ambassadeur, mais je pense que nous avons des autorités, nous pouvons ne pas les aimer, nous pouvons estimer qu'ils ne sont pas compétents, etc., etc. Mais le plus important, c'est que ce sont nos autorités, c'est eux qui tiennent le gouvernail. On peut discuter leurs choix politiques et stratégiques, etc. Mais le plus important, c'est que nous avons un pays. Nous devons défendre ce pays, coûte que coûte, vaille que vaille. Et nous ne devons pas nous laisser divertir par des discours qui viennent souvent d'officines, tapis dans l'ombre. Et ça aussi, c'est la réalité. Parce que le terrorisme, au-delà d'être un combat sur le terrain, est d'abord un combat idéologique et politique. Et donc, il y a des gens qui sont contents de cette situation et qui appuient cette situation. On peut ne pas mettre des noms sur les visages, on peut ne pas identifier clairement ces personnes-là, mais il est clair qu'il y a des gens qui se réjouissent de cette situation. Et les Burkinabés doivent comprendre donc que nous sommes dans une situation de guerre et à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. D'accord. Merci. On rappelle aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité donc d'appeler et de s'inscrire. On pourra donc les rappeler dans la deuxième partie pour prendre leurs interventions. Alors on continue sur le second sujet, qui est aussi un sujet pas du tout gai. Il s'agit donc en tout cas d'une dénonciation de massacre ethnique, il faut préciser, au niveau à l'est du Burkina Faso la semaine passée. Et une déclaration donc de collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés est donc passée. Alors dans le communiqué, on dit que tout serait parti de l'assassinat d'un chef Korlero le 19 novembre dernier par des individus armés non identifiés. En réplique, les milices Korlero de la zone ont sonné le rassemblement à Nagaré avant d'entamer une chasse aux sorcières, une chasse au Peul depuis ce samedi 23 novembre. Ainsi, à ce jour, on dénombrerait 20 personnes tuées. Plusieurs autres ont été arrêtées et conduites au siège de Korlero à Nagaré, où évidemment ces personnes ont été soumises à des tortures, aux tortures en tout cas les plus inhumaines. C'est ce qui est dit dans le communiqué. Et Nagaré, c'est vraiment à l'est du Burkina Faso, donc chef-lieu qui est Fada. Alors, mais là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu une réaction du tout au niveau officiel pour dire est-ce c'est vrai qu'il s'est passé des massacres ou est-ce que c'est faux qu'il s'est passé des massacres, ni au niveau donc, du gouverneur, on n'a pas vu, ni au niveau du gouvernement. Parfait, Sylvain. Bon, quand je vous écoute, le communiqué est au conditionnel. Donc, on imagine un comité sérieux qui pond un communiqué avec la forme conditionnelle. D'abord, c'est un premier point qui est très important. Si on est sérieux, si on est responsable, on donne des informations sûres, pas au conditionnel, et on donne des preuves.
C'est-à-dire, j'aurais été d'accord que le comité dise nous nous sommes rendus sur le lieu au siège des Koroeo, nous avons dénombré tel nombre de personnes en train d'être torturées, nous avons des images, nous avons des vidéos, nous avons pu dénombrer combien X morts de telle ethnie, mais on ne peut pas, si on est un collectif sérieux, donner une déclaration avec le conditionnel. Je suis un peu choqué par cela. Et ce n'est pas la première fois. Vous voyez, nous sommes en train de toucher des questions très sensibles au Burkina. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que quand on regarde, on a l'impression que sous couvert de la lutte contre le terrorisme, il y a une autre bataille derrière, c'est-à-dire une bataille qui est dirigée contre une ethnie. Non, je pense que tout le monde sait que parmi ceux qui attaquent leur propre pays, ceux qui attaquent ce pays-là, il y a des Burkinabés. Mais quand on le dit, on ne dit pas ce sont des Moussis, ce sont des Gourmachés, ce sont des Gounousis, ce sont des Peuls. Non, on dit ce sont des Burkinabés. Et je me rappelle une fois une déclaration du chef d'état-major qui disait ce n'est pas après au bilan de l'opération au Tapuanou, il avait eu une très belle réflexion en disant que ce n'est pas la peine d'avancer des chiffres sur les personnes qui ont été neutralisées parce que ce sont des Burkinabés. Et nous ne sommes pas fiers de dire que tel nombre de Burkinabés ont été neutralisés à la suite de cette opération. Il faut qu'on continue dans ce sens. Parce que ce sont des questions très sensibles qui touchent à la cohésion sociale. Mais sinon, donner des informations conditionnelles, je pense que déjà, il faut qu'on fasse attention à ça. On ne va pas parler du temps de conjugaison, mais il est clair ici que les dénonciations, les dénonciations dans la majeure partie, ici il s'agit d'une dénonciation, d'une alerte qui est faite. Oui. Il y a des faits, par exemple, qui sont clairement établis. Oui. Il y a eu des fouilles de domicile, il y a eu des véhicules qui ont été arrêtés sur des axes et on a fait descendre des peuls. Ça, au moins, c'est des informations qu'on donne. Et quand les gens font une dénonciation, pourquoi l'autorité ne pourrait pas confirmer ou infirmer par la suite? Si l'autorité ne confirme pas ou n'infirme pas, ça tient lieu de vérité. Pourquoi l'autorité ne réagit pas? Non, je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de confirmation d'information, ça tient lieu de vérité. Je suis désolé. Mais ceux qui le disent, ils apportent quelles preuves? Oui, mais si la gravité dont il est question ici, Lookman, si la gravité est aussi à tel niveau, pourquoi l'autorité vous parlez d'alerte. Oui. Mais une alerte, ce n'est pas une information vérifiée. C'est une information à vérifier. OK? Et quand je regarde le monde opératoire de ce collectif, je suis désolé. Depuis quand ils apportent des preuves par rapport à une telle situation, ce qui se passe à l'Est, quelles preuves nous avons apportées? Oui, nous avons dit qu'il y a nous avons été alertés. Non. Je pense qu'il faut qu'on change d'abord. Non, il faut qu'on change d'abord la manière de voir les choses. C'est une organisation qui fait de la dénonciation. Oui. Et vous trouverez pratiquement les ONG, même internationales, qui font des dénonciations, il y a le conditionnel qui est utilisé. Bon, maintenant, quitte à ce que les pouvoirs publics établissent pour dire qu'il n'en est pas question. Jusque-là, on n'a pas vu. Je voulais dire, je me suis retrouvé dans un débat sur Facebook avec des gens qui disaient effectivement, oui, il y a un massacre en cours et tout. Et en faisant la relation des faits, je leur ai parlé d'un article d'un confrère qui a dit, selon des sources sécuritaires, il y a eu 4 Korowe qui ont été tués. Ensuite, il y a eu un certain nombre un ratissage qui a été fait. Et qu'est-ce que vous dites de cela? Mais il n'y a pas eu de réponse. Vous voyez, on a l'impression que quand on dit qu'il y a des Korowe qui ont été tués, on vous dit non. En fait, en réalité, cet organe qui les dit là est comme aussi une source de déstabilisation par rapport à la situation. Non, il faut qu'on puisse donner les informations qui sont vraies. Si vous n'avez pas une information vérifiée, ne balancez pas en disant qu'on est en train de massacrer des gens à l'Est. Je crois que aussi bien en tant que journaliste d'abord, et aussi dans une certaine mesure en tant que communicateur, notre crédibilité est basée sur l'autorité de la parole qu'on prononce. Et on nous dira dans nos formations que c'est d'abord les faits.
Ne me lance pas une alerte. Donne-moi d'abord un fait que je peux vérifier. Alors, peut-être qu'il faut préciser que le collectif n'est pas un organe de presse. Oui, mais même c'est une organisation, ils sont dans la c'est une organisation, c'est une oui, organisation de défense, voilà, je viens. de droit, et ce n'est pas mais une organisation. Ils ne sont pas soumis à cette déontologie journalistique-là. Non, ils font de la communication. À partir du moment où ils produisent un écrit et qu'ils le diffusent, ils sont dans la logique de la communication. Et la logique de la communication, parce que c'est leur autorité, ils s'engagent, c'est leur responsabilité. Moi, je prends un communiqué, je regarde, en tant que journaliste, je regarde, je vais le lire. Il y a quand même, nous avons été formés dans le cadre, il y a des critères d'une bonne information. Silga a cité certains, mais il y a encore au moins 5 ou 6 autres critères. Moi, je prends un communiqué, je regarde si ces critères n'y sont pas, je mets ça à la poubelle. Alors, mais on va citer les critères. Voilà. Alors, il y a le conditionnel et puis quoi d'autre? Donc, le conditionnel et quoi d'autre? Il y a la pertinence du sujet. Oui. Est-ce que l'information est complète? Est-ce que c'est équilibré, comme lui le dit? Est-ce qu'il me donne des chiffres? Est-ce qu'il a cité des exemples? Regardez, par exemple, ce qui s'est passé. Avec la démarche du MBDHP à l'époque, ça a été toute une autre démarche. Ils ont dit qu'ils sont partis sur le terrain. Nous avons rencontré les gens, etc., etc. Même si après, il y a eu la polémique autour. Mais au moins, il y a quand même une démarche méthodologique. Et surtout, au-delà de tout ça, vous savez ce qui est en train de se passer? Je ne sais pas, permettez-moi, quand j'aborde ces questions-là, de faire appel à mon expérience au Rwanda, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Ce qui se passe, nous ne sommes pas conscients du feu avec lequel on est en train de jouer. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est pour des raisons politico-politiciennes? Je ne sais pas, mais la situation est tellement grave. Moussa, justement, ouais. je voudrais qu'on continue plus loin pour peut-être quand même donner du crédit, ou en tout cas discuter du crédit de ce communiqué, parce que plus loin, le collectif dit que même des bus de transport en commun sur l'axe Pama-Fada sont arrêtés. C'est précis. Fouillé et les membres de la communauté peuvent descendre. Nagaré n'est qu'à une trentaine de kilomètres de Fadangourma, chef-lieu de la région de l'Est. Et jusque-là, il n'y a pas eu une réaction appropriée de l'État pour mettre fin à ce massacre. Moi, j'ai envie de savoir. C'est quand même des précisions. Non, ce n'est pas des précisions. C'est des précisions. En termes de communication, ce n'est pas des précisions. Est-ce que quand le collectif tire sur la sonnette d'alarme, il y a un événement tragique qui se produit et demande à ce que l'État intervienne pour arrêter. Est-ce que dans ce moment-là, vous voulez qu'il aille faire une enquête? Il faut qu'on se mette d'accord. Le MDHP a fait une enquête plusieurs jours après, plusieurs semaines après. Il faut qu'on se mette d'accord. Peut-être que ce qu'ils disent, c'est vrai. Je dis bien peut-être. Mais la méthodologie à laquelle ils ont procédé pour nous donner l'information fait que je doute du contenu. Parce que quand vous me dites que oui, ils ont dit que des cars ont été arrêtés, ça, c'est pas une preuve, ça. Le car a été arrêté. Ce sont des faits qui décrivent. Non, aucun fait. Ce sont des faits qui décrivent. Ça, je suis désolé, ça, ce n'est pas des faits. Ça, c'est de l'imagination. Parce que le fait voudrait qu'ils me disent quel est le car qui a été arrêté, ça appartient à quelle compagnie, quel jour, pour que je puisse vérifier. Peut-être que moi, j'ai des amis dans la zone que je peux appeler. Mais ils te donnent par exemple l'axe. Tu donnes l'axe, tu donnes la distance, et ils te disent des choses quand même. Il faut aussi parce que ce qu'ils disent, ils décrivent quelque chose d'assez grave, de tragique. On ne peut pas dire, il faut telle information, telle information. Oui, pourquoi est-ce qu'à l'autorité, quand on dit par exemple, tout là où nous sommes aujourd'hui, il y a un coup de feu quelque part, tout de suite. Non. Ce que je suis en train de dire, si les responsables de cette structure m'écoutent bien, en fait, je ne leur dis pas de ne pas faire leur travail. Je leur dis, s'ils veulent que leur parole ait de l'autorité, qu'ils revoient leur méthodologie de travail. C'est tout. Inoussa Ouedraogo, on est dans un débat de méthodologie et de réalité ou de gravité des faits. Oui, en fait, je crois que Silga l'a relevé un tout petit peu. On joue avec les morts depuis un certain temps au Burkina. Vous voyez, quand il y a eu Yirgou, des gens ont annoncé plus de 200 morts. Et puis après, selon en tout cas le procureur, ce n'était pas le cas. Selon les autorités, ce n'était pas le cas. On a vu Bungu, des gens ont annoncé 90 morts. Et puis après, ils n'ont apporté aucune preuve. Tout ont bu. Ils n'ont même pas eu le courage de dire nous nous sommes trompés. Ou de dire les autorités nous mentent, voici les preuves qu'il y a eu 90 morts.
Voici les familles de ces gens-là. Faisons très attention. Dans le cas également de la situation à l'Est, il me semble que nous sommes dans cette situation. Quand on en arrive à dire qu'il y a eu 20 morts, on doit avoir au moins, à défaut d'avoir vu les cadavres, qu'on ait eu des gens qui ont effectivement vu les cadavres, qui ont compté et qu'ils sont au nombre de 20. Parce que nous sommes dans une situation très compliquée et nous devons faire attention à ne pas utiliser les ethnies les unes contre les autres. Et c'est ce qui malheureusement est en train de se passer. Oui, on est en train de massacrer des Peuls. Attention, mais il n'y a pas un complot Peul. Dans notre armée, il y a des Peuls. Un peu partout, il y a des Peuls. Il y a d'autres ethnies. Donc je pense que nous devons aborder ces questions. Ce n'est pas une dénégation. On ne peut pas nier le fait que, effectivement, dans la lutte contre le terrorisme, il y a des erreurs qui arrivent. Il y a souvent, par passion, des populations qui se lèvent, qui vont se venger sur d'autres populations. Mais faisons appel à la justice. On peut ne pas être totalement d'accord avec leurs méthodes. On peut souvent se dire qu'ils ne font pas leur travail. Mais il y a encore des juges intègres dans ce pays. C'est une association. S'ils estiment effectivement que ces faits-là sont assez sérieux, avec des preuves, ils saisissent le procureur du Faso à Fada. Ils peuvent le faire. Donc je dis, il se pourrait que ce qu'ils disent soit la vérité, il se pourrait que ce ne soit pas la vérité. Ce n'est qu'une alerte. Maintenant, il leur appartient de saisir le procureur du Faso, ou le procureur peut s'autosaisir pour voir, pour vérifier. Mais je pense que des massacres à cette échelle-là ne peuvent pas se faire, évidemment, sans qu'il y ait un début de preuve. Comme Sawadogo l'a dit, si c'est une société de la place, qu'on nous dise que c'est pour ne pas faire de publicité, c'est STAF, c'est TSS, c'est TCV, etc. Pour que nous, journalistes, effectivement, quand on reçoit ce communiqué, on dit « Allô, TSS ou TCV », on nous a dit que votre cas a été arrêté à tel endroit et que des gens d'une autre ethnie auraient été descendus. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela, etc. Des journalistes peuvent investiguer pour qu'il y ait des débuts de preuves. Mais quand on en vient à balancer un tel communiqué, dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, nous devons être très prudents pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. La question maintenant, pour revenir sur le silence aussi de l'autorité, parce que là, il y a une interpellation. On dit que l'État ne fait rien pour arrêter ce massacre. Hein. Et jusque-là, aujourd'hui, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas vu une réaction ni du gouverneur, ni du ministre de l'administration territoriale, ni du ministre de l'Intérieur. Ça aussi, c'était un problème. Est-ce que l'État va toujours rester là et les informations se donnent? Une organisation comme le collectif est une organisation bien connue, qui a sa notoriété, on le sait très bien. Donc, quand elle arrive à dire quelque chose du genre, pourquoi l'autorité ne ferait pas mieux aussi de se prononcer? Oui, mais il va se prononcer s'il n'y a rien. Oui, mais pour dire qu'il n'y a rien, ça peut rassurer, non? Mais ça, c'est trop facile. Non, c'est pas facile. C'est trop facile. Oui. Moi, je pense que je suis allé par mal l'information par rapport à... Parce que pendant plusieurs jours, ça parlait, j'ai appelé de nombreux confrères sur place dans la zone de l'Est. J'ai appelé même des autorités... par exemple, j'ai eu l'information qu'il y a eu des arrestations, une trentaine d'arrestations suite à ces événements, et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Arrestation de qui? De ceux qui ont massacré? Non, ou pas? je ne Parce sais que pas. là, le communiqué dit que ce sont les corleaux qui s'en sont pris à des Peuls. Est-ce que c'est les corleaux qu'on a arrêtés ou c'est des Peuls? L'information que j'ai reçue, Oui. c'est qu'une trentaine de personnes ont été arrêtées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la même période. Est-ce que ce sont ces personnes dont le comité parle de disparition, parce qu'on a parlé de disparition et tout, est-ce que c'est de ces personnes que le comité parle? Je n'en sais rien. Mais j'ai dit seulement une chose, il faut qu'on arrive à dire les choses là. Il faut qu'on arrive à avancer. Quand vous dites qu'il y a des massacres et que pendant plusieurs jours, on n'arrive pas à démontrer effectivement ça, est-ce que vous pensez que l'État va sortir dire oui, on a entendu parler de massacres et donc nous avons investigué? Non. Et puis bon, il y a eu ensuite, après la réaction du ministre de la Communication qui a dit qu'il faut faire attention à l'utilisation de certains termes.
Je pense que le plus important là, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est qu'on puisse avancer dans la lutte contre le terrorisme en disant, malheureusement, il y a des Burkinabés qui s'attaquent à leur propre pays. Ce n'est pas parce qu'ils sont Burkinabés que nous allons avoir du sentiment envers eux. S'ils s'attaquent contre leur pays, on va les neutraliser. Et disons, malheureusement, il y a des Burkinabés, mais on ne dit pas, quand on parle des Burkinabés, on ne va pas dire ce sont des Peuls, ce sont des Gourmachis, ce sont des Mossis, non. Ce sont des Burkinabés. Et malheureusement, même quand nous disons ce sont des Burkinabés, ça nous fait mal au cœur de les dire. Ce que Silga dit, moi, ça me fait penser à quelque chose. Faisons très attention, hein, parce que quand on regarde un peu cette question du terrorisme au Burkina, j'ai l'impression que le terrorisme nous fait slammer entre plusieurs dangers. D'abord, cette question ethnique, elle a commencé il y a très longtemps. Hein. On a eu le risque de la question régionale, on a eu le risque de la question religieuse, on a attaqué des hommes religieux, etc. J'ai comme l'impression que dans cette guerre contre le terrorisme-là, il y a beaucoup d'autres sujets, beaucoup d'autres dysfonctionnements qui sont revenus à la surface. C'est normal dans une situation de crise, c'est normal qu'on passe par une période de chaos. Mais, comme on dit, il faudrait que nous fassions très attention, que nous puissions essayer dans cette situation-là, pouvoir faire très attention par rapport aux informations que nous recevons et de les critiquer. Et je pense que nous aussi, en tant que journalistes, c'est un peu notre rôle. Hein. C'est aussi notre rôle. Parce que ce qui se passe, beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, au lieu que ce soit les autorités qui démentent. Nous, les journalistes, on peut le faire. D'accord, ça c'est vrai, mais également, on ne peut pas aussi occulter le fait que depuis que cette lutte contre le terrorisme est menée aussi, il y a aussi des situations désastreuses qu'on a remarquées. Par exemple, à Cayenne, à Ban, il y a eu Irgou et tout ça. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a une communauté qui se fait victime, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose sur lequel, justement, il faut mieux communiquer? Parce que quand un collectif dit communique sur une telle situation, pourquoi l'autorité ne prenait pas la responsabilité simplement de dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas passé, et puis on laisse faire, et puis on dit c'est les autres qui veulent s'auto-victimiser. Ça va poser un problème. Cette information est tombée, les médias comme BFM auraient pu aller enquêter dessus. Non, moi je ne parle pas des médias d'abord. Je parle d'abord de l'autorité. L'autorité, je parle du ministère de l'Intérieur qui a la responsabilité de l'ordre social, etc. Est-ce que quand un collectif dit une ethnie est massacrée par un groupe armé légal qu'on connaît, est-ce que ça ne suffit pas pour que le procureur convoque les médias pour dire voici ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut attendre de regarder et que ce soit les médias qui voient si c'est vrai ou c'est faux? Non, mais si. Attention, c'est ça aussi notre responsabilité sociale en tant que médias. Attention. Est-ce que les médias jouent le rôle de l'État? Moi, je veux qu'on comprenne ici. Est-ce que l'État a joué sa responsabilité qui est de dire ce qu'il en est réellement? Parce que l'État aussi peut mentir, mais est-ce qu'il a joué son rôle de dire que les médias viennent dire l'État aussi ment, le collectif aussi ne dit pas vrai? Je suis d'accord. Oui. Et c'est pour cela que la liberté de presse existe. C'est pour cela que nous sommes le 4e pouvoir. Si l'État ne réagit pas, il revient aux journalistes d'aller investiguer et de faire réagir aussi l'État. Parce que c'est aussi facile de s'asseoir et de dire qu'il faut que l'État fasse tout, l'État fasse tout. Nous, en tant que médias, c'est notre responsabilité aussi. Donc, il nous assure, je comprends, ce n'est pas la faute au collectif. Alors, donc, non, c'est pas ce que je dis. Chacun peut se permettre dans ces pays de s'asseoir là où il veut. Et puis, j'ai jamais dit qu'il y a eu 100 morts, etc. Et puis, bon, ça va. Si les médias n'investiguent pas, ça va, c'est fini. Non, je pense que chacun de nous a une part de responsabilité dans cette situation en tant que Burkinabé. Qu'on soit du côté du gouvernement, qu'on soit... L'État, c'est qui? C'est nous tous. Nous tous, nous pouvons. Vous avez une organisation de défense des droits humains. Vous aurez pu aller effectivement investiguer pour vérifier l'information. Nous tous, autant que nous sommes journalistes, effectivement, nous aurons pu aller sur le terrain pour vérifier. Nous aurons pu faire parler une autorité en demandant à tel ministre, il y a telle ou telle situation qui se passe. Est-ce que... Voilà. On a des confrères qui ont essayé de vérifier l'information sur le terrain, mais apparemment, il n'en est rien. Et donc, j'ai dit, ce qui s'est passé, ce n'est pas que c'est faux, mais il faut apporter plus d'éléments pour amener l'autorité compétente à réagir. Et si, évidemment, l'organisation en question
a des éléments de preuve, a des débuts de preuve, qu'il saisisse le procureur du Faso. C'est assez important. Mais je voudrais dire sur la question ethnique qu'effectivement, c'est une question très sensible, mais nous ne devons pas l'occulter. Tôt ou tard, il faut que nous posons le débat au Burkina. Et il faut surtout que sur la question de l'ethnie Peul qui est stigmatisée, les intellectuels Peul ont un rôle important à jouer. Il faut qu'ils jouent leur partition également. Il ne faut pas laisser le terrain comme ça. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute. Ce sont des problèmes connexes à la question du terrorisme, ou ce sont même des questions qui ont été longtemps posées avant même le terrorisme. Donc, il ne faut pas aujourd'hui qu'on nous fasse croire que c'est le terrorisme. La question de l'agriculteur éleveur, etc., a toujours été posée. Des massacres, on en a vu à plusieurs reprises. Donc, il faut sereinement poser le débat si nous voulons construire un État-nation. Merci. Inoussa, on termine avec sur ce sujet, ce deuxième, en laissant la possibilité aux téléspectateurs de nous ramener par leurs questions à en débattre également. On termina au plan national avec un dernier sujet. Très rapidement, oui, on en parle toujours, on a entendu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Le président Roch Marc Christian Kaboré aurait refusé de signer des accords avec la France. C'est un patriote, c'est un nationaliste, voilà. Et tout ça, ça a été dit. Alors, le débat est mené. On a vu que les politiques ont réagi. Le CEFOP, dans le cadre donc, de ses sorties hebdomadaires, a eu à démentir, pas démentir, mais a eu tout simplement à dire que c'est faux. Il n'en est rien, il n'y a pas d'accord que le président Roch a refusé de signer vis-à-vis de la France. On a vu le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement également, qui a estimé qu'il n'en est rien pratiquement, et que s'il y a des accords et qu'il faut les relire, on pourrait les relire, mais il n'en est pas question. Alors, je voudrais vous poser la question sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en savez davantage? Parce que les gens voudraient aussi comprendre. Est-ce qu'il est vrai que des accords de 75 ans ont existé? Quand 75 ans avant, selon la reconstruction du Burkina, il n'existait pas l'état de Haute-Volta. Comment ça s'est fait? Avec qui donc cet accord a été signé? Avec le Moro Naba d'antan ou avec le parfait Sylvain? Non. Bon, vous me voyez rire parce que évidemment, ce sont des informations qui n'ont aucun fondement. Et évidemment, quand vous regardez la manière dont ça se passe, ce sont encore des officines qui sont à la manœuvre pour X ou pour Y raison. C'est tout. Tout le monde sait que c'est en décembre 2018 qu'a été signé le dernier accord entre le Burkina et la France. Donc, vraiment, il n'y a pas de quoi cuire un œuf, comme on dit. Donc, passons sur ces informations-là en disant, comme je l'ai souvent dit ici, nous avons des partenaires avec qui nous avons des relations, des partenaires qui peuvent nous être utiles à un moment donné dans la lutte contre le terrorisme. Mais nous devons évidemment nous dire que chacun de ces partenaires a son agenda. C'est à nous de travailler à ce que dans le futur, nous puissions nous passer de ces partenaires et construire effectivement une défense sur la base de nos moyens, sur la base de notre objectif. Il n'y a pas que les accords. On a entendu aussi dire que lors du Burkina, la France met la main sur l'or du Burkina. On a entendu dire que la France empêche le Burkina d'acheter des armes, des hélicoptères russes, etc. Mais toutes ces informations ont un objectif, c'est de diaboliser la France, parce que le plus important là, mais quand on donne ces informations, on n'a même pas besoin même de cliquer même pour chercher. Toutes les mines, aujourd'hui, il n'y a aucune mine qui est gérée par la France. Nous ne disons pas cela parce que nous sommes fiers de défendre la France. Ce n'est pas cela. Mais nous disons une seule chose, disons la vérité. La vérité, c'est que nous avons un partenaire qui s'appelle la France, qui peut aider le Burkina Faso dans un sens donné. Si nous avons des divergences par rapport à notre coopération, discutons et nous parvenons à un accord sur la base d'un certain nombre de faits. Mais le reste, bon, ce sont des officines qui sont à la manœuvre. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe au Burkina? Alors, je lis rapidement des propos de Alpha Bari parlant de cela. Il dit que la France n'a jamais empêché le Burkina d'acheter des appareils russes. Alors, mais il continue pour dire que c'est une guerre de communication qui veut diaboliser ce partenaire qui est sur le terrain avec nous. Il n'en est rien du tout. Alors, qui veut diaboliser
qui veut mettre en conflit le pouvoir burkinabé ou le Burkina et la France. Alors que quand on regarde souvent, ceux qui écrivent, ce sont très souvent, en tout cas, ils se recrutent dans les rangs des fidèles du pouvoir. Ah bon? Oui, bien sûr, on connaît des militants quand même. Bon, il faut me donner des éléments. On connaît des militants quand même, on connaît des activistes aussi qui sont liés au pouvoir. Il faut les donner. En fait, je pense qu'il faut élever le niveau du débat. Parce que moi, je suis journaliste. Moi, je ne traiterai pas de ces questions-là dans mon journal parce que ce n'est pas sérieux. Je ne sais même pas. Oui, mais quand le ministre Alpha Bari dit, à la limite, il parle de complot en termes de complot de communication. Je parle de l'information que vous donnez. Moi, je cherche les sources de l'information. Est-ce que c'est des sources crédibles? Est-ce que c'est des sources pas crédibles? Moi, je n'ai vu aucun officiel, aucune personnalité sérieuse dire que ça fait 75 ans que... Voilà. Moi, je ne peux pas travailler sur la base de la masturbation de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Que des gens disent que ça fait 75 ans qu'on a signé des accords et que Roch Kaboré refuse de renouveler ces accords, etc. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je n'accorde pas du crédit à ce type d'informations. Mais le gouvernement accorde du crédit parce qu'il y répond. Ça, c'est le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères a expliqué que ce sont des communications qui viennent de je ne sais où. Et que la vérité, il n'en est rien. Le ministre de la Communication l'a dit effectivement. Maintenant, il appartient à chacun de choisir de croire à ce que certains racontent sur les réseaux sociaux ou de croire à ce que les autorités disent. Mais dans tous les cas... Est-ce qu'on peut nier le sentiment anti-français au Burkina en réalité? Il n'y a pas de négation là-dessus. Oui. Les Français le savent. De plus en plus, il y a des Burkinabés et ce n'est pas un sentiment anti-français. Moi, je dis que le Burkina doit se libérer et que l'Afrique doit se libérer. Ce n'est pas être contre les Français. Je suis désolé. Ils ont leur pays, nous avons nos pays, ils défendent leurs intérêts, nous défendons nos intérêts. Il n'y a pas de débat en la matière. S'ils veulent aider le Burkina Faso, ils discutent avec les autorités du Burkina et ils décident ensemble de comment l'aide doit se faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu que la France demande à l'OTAN de venir l'aider dans le Sahel. Est-ce que le Sahel appartient à la France? Est-ce que le Burkina appartient à la France? Est-ce que le Mali appartient à la France? Je dis non. Il n'appartient pas à la France de dire à d'autres partenaires de venir lutter contre le terrorisme dans nos pays. Il appartient à nos autorités de dire nous avons des difficultés, aidez-nous. Et je voudrais terminer en disant que dans le Sahel, il y a quand même environ 20 000 soldats étrangers au Mali. 14 000 environ de la MINUSMA, 4 000 et quelques de la France, etc., qui luttent contre le terrorisme. Donc la question aujourd'hui ne se pose pas en termes de nombre de personnes qui doivent lutter contre le terrorisme. Il ne s'agit pas d'exporter la guerre, d'afghaniser, entre guillemets, le Sahel. Non. Donc, dire cela à la France, ce n'est pas être contre la France. Mais si la France estime que leur dire, c'est notre pays, nous avons le droit de décider de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas, si ça c'est être contre la France, alors qu'on le prenne comme tel. D'accord. De ce point de vue, je pense que les Burkinabés et les Africains ont raison de pour terminer sur ce sujet. Alors, il faut dire que Roch Christian Kaboré n'a pas refusé de signer un accord qui n'est pas le nationaliste ou l'anti-impérialiste qu'on veut présenter. C'est ça? Je ne parle pas. Moi, j'analyse les choses. La première des choses, quand je regarde, c'est un peu comme si le gars l'a dit, hein, les gens sont sur les réseaux sociaux, et puis vous-même, quand vous parlez tout de suite, vous dites, on dit, il paraît que, en tant que journaliste, ce n'est pas de l'information. Voilà, il n'y a pas de l'information. Mais c'est l'opinion quand même. Oui, mais l'opinion, s'il n'avait pas d'opinion, le ministre ne se serait pas exprimé. Oui, je ne dis pas non, mais je suis encore... Et quand l'opposition se saisit de la question et en parle également, c'est aussi parce qu'à un moment donné, oui, moi je parle, l'homme politique peut agir. L'homme politique peut agir, parce qu'il agit en tant qu'homme politique. Moi, j'agis en tant qu'homme de médias. On ne fonctionne pas de la même manière. Donc, moi, je dis simplement, quand on me dit c'est pour moi, ce n'est pas de l'information. Tout le monde peut sortir et dire on. Une fois de plus, il faut vérifier les choses. Par contre, le problème est sérieux. Parce qu'il y a un sentiment derrière, je pense qu'anime la majeure partie de nos compatriotes, c'est que la France est soupçonnée d'une manière ou d'une autre de vouloir peut-être profiter de la situation pour s'installer de façon pérenne.
C'est peut-être ça où C'est il y a ça, le les débat. façons, ça veut dire quoi? Ça veut dire coloniser le non, pas recoloniser. Non, Mais je c'est dirais salé attention comme au mot. militairement. Oui, mais comme en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays. Et peut-être que c'est là où nos autorités peuvent, effectivement, dans la communication, dire nous avons besoin de la France, mais c'est un besoin ponctuel. Donc, rassurer la population que oui, dans la situation actuelle, la présence de la France est vitale, mais soyez sûrs, quand on va résoudre le problème, la France va repartir. Je pense que c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut essayer de travailler pour rassurer les gens. L'autre chose, quand on a parlé de l'OTAN, faisons très attention. Cette crise des terroristes pose une question géopolitique. Nous avons vu l'ambassadeur de la Russie qui dit que la Russie était prête à intervenir. Quelques jours après, la France dit à l'OTAN d'intervenir. Et vous savez que l'OTAN et la Russie ne peuvent pas intervenir sur le même terrain d'opération. Ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la question va dépasser juste la simple question sécuritaire pour être une question géopolitique à ce niveau. Parce que n'oubliez pas la guerre entre la Russie et l'OTAN. Si la France intervient, et n'oubliez pas ce qui s'est passé aussi en République centrafricaine avec l'intervention de la Russie par rapport à l'armée française et toute la critique de la classe politique française. Donc, un peu, là, je rejoins un peu Inoussa pour dire, faisons très attention. Les gens risquent de venir manger leur piment dans notre bouche. Parce que c'est-à-dire que nous, on a un problème très sérieux et on a besoin de superpuissances. Et ces puissances-là ont leur agenda. Dans quelles conditions ils vont arriver, c'est ça. Est-ce qu'ils vont arriver parce que c'est une armée du salut pour nos beaux yeux et repartir? J'ai dit non. Il y a des intérêts. Maintenant, essayons de trouver des intérêts équilibrés. Alors, en tout cas, je lis ici les propos de Alpha Bari sur une radio. Il a dit qu'à la mi-septembre, les terroristes étaient presque rentrés à Djibo au moment où se déroulait le sommet de la CEDEAO à Ouagadougou. Il a fallu les soldats français pour les dissuader. La plupart des évacuations sanitaires de nos militaires a été faite par l'armée française. On n'a pas les moyens. Alors, ça voudrait dire que les Français font tout pour nous. Est-ce que ce sentiment-là, ce n'est pas de l'ingratitude vis-à-vis de la France, finalement? Quand même pour évacuer nos soldats malades, il faut que ce soit la France qui le fasse. Non, ingratitude vis-à-vis des Français, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Non, mais l'ingratitude supposerait que ce sont les autorités qui, même étant au courant des actions que fait la France, dit clairement que nous n'avons pas besoin d'eux. D'accord. Mais je pense que là, on est dans une phase où les autorités reconnaissent que la France, à un moment donné, joue un rôle important. Et c'est sur demande. Je rappelle que l'accord qui était signé en 2018, là, effectivement, l'un des points essentiels, c'était de dire que le Burkina peut faire appel à la France pour une question précise. Et c'est parce que cet accord a été signé en 2018 que les Français ont pu intervenir à Djibo. Mais je reviens pour dire que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'OTAN, dans le Sahel, ils auront tous un agenda. Et quand il y a aujourd'hui, à la suite de la mort des 13 soldats français, il y a un débat qui est en train de monter aussi en France pour dire, est-ce qu'on ne se trompe pas dans notre engagement au Sahel? Il y a un général français qui dit, non, on ne se trompe pas. Il dit clairement, pour des raisons géopolitiques, que nous avons intérêt à intervenir au Sahel parce qu'il faut éviter que les Africains puissent immigrer en France. Donc, vous voyez, c'est la stratégie du containment. Merci, parfait. On est un peu pris par le temps. Dans tous les cas, on y reviendra avec nos appelants. Dernier sujet, sur la Côte d'Ivoire, on a eu une rencontre Blé Goudé Soro Guillaume. Alors, finalement, on se rappelle 2002, la Côte d'Ivoire divisée entre le nord et le sud. On a donc un meneur au nord qui est donc Soro Guillaume. On a un autre meneur au sud, donc qui est à côté de Gbagbo, c'est Blé Goudé, des anciens syndicalistes la FICI. Alors on les a vus ennemis pendant longtemps. Et puis après, l'un se retrouve à la CPI. Aujourd'hui, c'est comme une sorte de dégel. Qu'est-ce qu'il faut lire par rapport à tout ça? Moussa? Je pense que chacun, que ce soit Blé Goudé ou que ce soit Guillaume Soro, essaie de se positionner pour l'après Alassane Ouattara. Et je crois que, quoi qu'on dise, le prochain défi
pour la Côte d'Ivoire, ça sera la réconciliation nationale. On est d'accord que sous ce mandat de Alassane, c'est vrai qu'il y a un développement économique et tout qui a été opéré, mais par rapport à la réconciliation nationale, il reste encore du travail à faire. Et je pense que Guillaume Soro, qui est en rupture avec Alassane, voit dans ce rapprochement avec Blé Goudé et Gbagbo, peut-être une manière de se faire une virginité. Voilà. Et peut-être que pour Blé Goudé aussi, montrer que, voilà, on ne garde pas rancune, on peut toujours continuer ensemble, c'est l'intérêt général qui nous gouverne tous. Voilà, c'est une bonne stratégie. Mais pour moi, une fois de plus, c'est-à-dire que la justice a fait son travail, même s'il y a encore des choses à faire, la question c'est de voir comment cela peut être bénéfique pour les Ivoiriens. Je pense que c'est ça le plus important. Parfait, Sylvia. Est-ce que c'est l'élan de réconciliation qui se manifeste comme ça par des gestes aussi symboliques de rencontre des gens, des frères ennemis d'hier, ou est-ce qu'il faut y voir une stratégie on allait dire la jeune génération qui veut peut-être donner des leçons ou en tout cas se positionner par rapport à la vieille garde quand même qui est là, Ouattara, Bédié, voilà. Est-ce que c'est une stratégie prospective ou est-ce que bon, c'est l'élan de réconciliation? Moi, je dirais tout simplement que c'est une opération de communication. Mais pour servir quoi? L'élan de réconciliation ou pour servir les intérêts d'après? Pour servir les intérêts d'après. D'accord. Pour servir les intérêts d'après, parce que nous savons très bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 baobabs. Aujourd'hui, il y a ce rapprochement-là opéré parce que Soro, il n'est plus en ODS-NTT avec le camp du RHDP. Et donc, il y a le rapprochement avec Gbagbo parce qu'on sait aujourd'hui que ce qui vient, c'est qu'on aura... ce qui est en train de venir, c'est qu'on aura probablement un rapprochement entre Bédié et Gbagbo contre Ado. C'est ce qui est en train de venir. Donc, ça a été déjà presque fait parce que Bédié a été reçu par Gbagbo. Voilà. Ils en ont parlé, il y a un communiqué qui est clair là-dessus. Et voilà, donc quand vous regardez, ce sont les anciens frères qui se retrouvent. La logique là, ce n'est pas la réconciliation, même si on le dit, même si on le clame et tout. La logique, ce n'est pas la réconciliation. C'est pas ça qu'on voit. C'est l'argument qu'on avance pour appâter les gens. Mais soyons véridiques. Nous savons tous que c'est la conquête du pouvoir qui intéresse tout le monde. Maintenant, on va dire, oui, nous devons nous réconcilier, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de morts. Et quand on regarde ce qui s'est passé à la CPI, on arrive à la conclusion, on se demande, mais finalement, ces gens, ils sont morts comment? Et c'est par des miracles qu'ils ont perdu la vie. Peut-être que il y a quand même des responsables. La justice, oui, ceux qui ont tué le tueur ne sont pas allés à la justice. Voilà, là, on est arrivé à une situation où on dit Gbagbo est libre. Je ne dis pas qu'il est coupable. Je dis, on est arrivé à une situation où on dit Gbagbo, tu n'es pas responsable. Mais il doit quand même avoir des responsables. Il n'y a pas que la responsabilité. Non, tu n'es pas coupable parce que la justice, c'est la culpabilité qu'elle détermine. Là, il semble que, et c'est clair, Gbagbo il a été tout simplement acquitté, donc il n'est pas coupable. Il doit quand même avoir des responsables de ces milliers de morts. Et je dirais, nous sommes en train d'avancer, mais quand vous regardez ce qui se passe après la libération de Gbagbo, vous savez bien que tant que Ado sera en Côte d'Ivoire, tant qu'il sera président, Gbagbo ne rentrera pas. Et le rapprochement de ces deux frères-là, c'est entre effectivement dans la stratégie de conquête du pouvoir. Donc, mais comment alors? Ado l'a dit hier, quand on lui a posé la question, est-ce qu'il sera candidat ou pas? Il dit qu'il ne sera pas candidat, il va laisser passer la jeunesse, mais il sera candidat si Bédié se présente. Si Gbagbo se présente, alors il va se présenter. Donc ça veut dire que je pense que, voilà, c'est pas sûr qu'il ne se présente pas. Inoussa? Je crois qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Bien sûr qu'il y en a de nouveau parce que quand Soro retrouve Blé Goudé, qu'ils ont été ennemis quand même à un moment donné, quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de nouveau. On a vu l'Allemagne et la France se réconcilier après la Seconde Guerre mondiale. D'accord, et ça c'était un fait historique. C'est un fait important. Donc il n'y a rien de nouveau. Voir Soro Guillaume aujourd'hui et Blé Goudé, je vais dire que c'est dans l'ordre normal des choses. Et que les gens doivent comprendre, comme l'a dit Lénine, que les hommes ont toujours été et seront toujours en politique les dupes naïfs des autres et d'eux-mêmes.
tant qu'ils n'auront pas appris que derrière les phrases, les déclarations, etc. des hommes politiques, il y a des intérêts qui se cachent en arrière. Aujourd'hui, Blé Goudé et Guillaume Soro se retrouvent. J'ai dit que c'est tout à fait normal parce que nous sommes sur le terrain politique et qu'en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Aujourd'hui, on a des gens, pour prendre des exemples précis, qui, au Rwanda, on l'a vu, des gens qui se sont massacrés, qui se sont retrouvés après, qui se sont réconciliés. Donc pour moi, il y a derrière cette réconciliation le fait que c'est possible que ça contribue à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a aussi ce qu'on ne peut pas occulter, qui est que il y a la dimension politique qui est derrière, et que si les deux se rapprochent aujourd'hui, c'est qu'ils ont des intérêts qui sont en train de converger. D'accord. Alors, merci. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, qui appelle de Ouagadougou, sur le message vidéo de l'ambassadeur des États-Unis. Monsieur Lamoussa? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'était tout simplement, faut dire qu'en réalité, moi, j'ai beaucoup apprécié un peu l'interview de l'ambassadeur, parce qu'au moins, il y a quelques-uns qui s'interdisent, qui s'occupent et qui s'inquiètent pour le pays. Parce que c'est comme d'autres l'ont dit sur le plateau, les Burkinabés n'ont pas conscience qu'ils sont en guerre ni en danger. Parce que pour eux, leur perception de la guerre ou du danger, c'est quand ça commence à tirer. Alors qu'il faut une préparation avant que ça commence à tirer. C'est-à-dire que quand ça commence à tirer, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de réplique. Et de ces détails que, pour moi, l'ambassadeur, c'est-à-dire l'ambassadeur est tellement humaniste qu'il nous dit que dans notre propre pays, nous sommes en danger. Et que nous devons, dès présentement, individuellement, chercher les solutions, comment nous allons nous protéger. Maintenant que les gens sur le plateau le prennent comme de l'ingérence, quand un pays comme le Burkina, où peut-être que 60% de son fonctionnement dépend de l'extérieur, vous ne pouvez plus parler d'insurance. Parce que vous-même, pour vivre là, il faut que des gens extérieurs, en quoi vous avez, comment on appelle ça, et la dignité en soi de parler d'insurance. Donc il va falloir un moment savoir ce qu'on veut et ce qu'on est. Et je rappelle qu'en début d'année, il y a eu une société anglaise très comment on appelle ça, expert. Et je vais dire qu'ils ont beaucoup d'expérience dans les conflits, qui a mis le Burkina entre les 3 ou les 6 pays du monde qui est susceptible de connaître des troubles très profonds en 2019. Donc, ça ne veut pas dire au fait. Mais maintenant qu'on a une population qui n'est pas consciente de cela, c'est là où se tient le danger. Et qu'il faut rappeler les gens qu'il faut qu'ils fassent tout pour comprendre qu'on doit se lever pour se battre pour notre pays, si on peut encore le faire. Merci. Merci, monsieur Ilboudo. Merci pour votre intervention. Alors, Inoussa, sur la Côte d'Ivoire, toujours aussi une réaction par rapport à M. Ilboudo ou sur la Côte d'Ivoire? Sur la Côte d'Ivoire, je voulais terminer en disant que il appartient aux populations surtout de faire très attention au discours politique. Parce que les hommes politiques ont des calculs, ils ont des agendas et c'est leurs intérêts qui les regardent. Et qu'ils peuvent nous utiliser dans cet élan-là. Malheureusement, plusieurs Ivoiriens ont été utilisés dans ce combat politique-là. Et aujourd'hui, ils sont au regret de voir que ceux qu'ils pensaient être des ennemis jurés se sont retrouvés aujourd'hui et certainement qu'ils vont continuer la lutte, souvent malheureusement au détriment des intérêts donc, des populations. Donc chaque fois que nous sommes en politique, il faut faire attention à ne pas se faire rouler dans la farine. Il faut défendre des principes, il faut défendre des valeurs, plutôt que de suivre des individus qui peuvent nous perdre par moment. Parce que l'homme politique est toujours à la fois divers et ondoyant. Merci. Maintenant, sur l'intervention du monsieur, je voulais dire non, ce n'est pas parce que nous sommes dans des conditions difficiles et que nous n'arrivons pas à nous autosuffire aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous assumer en tant que peuple, en tant que pays, en tant que État. Mais M. Ilboudo dit que quand on tend la Sébille, on est mendiant, on ne peut pas avoir de dignité. C'est ce qu'il essaie de dire, nous sommes des mendiants, qu'à 60% pratiquement, bon, ce sont ces chiffres, à 60% pratiquement, on est dépendant
Donc on ne peut pas avoir de dignité vis-à-vis de ces puissances qui nous donnent. Vous ne vous sentez pas digne? Non, c'est pas, la question n'est pas à moi. Mais si, moi je suis burkinabé, je me sens digne. Non, mais la question, je pense que poser la question comme ça, c'est mal le poser. C'est-à-dire que ces pays-là, une fois de plus, peut-être le téléspectateur, il pense quoi? Que les Américains sont là parce qu'ils nous aiment et que c'est gratuit? Oui, non, si on pense ça, mais si justement, on pense ça, on se trompe. Mais Moussa, justement, tu avais dit ici, par exemple, que l'ambassadeur Il Boudou à Paris n'oserait pas parler des gilets jaunes. C'est parce que le Burkina peut-être ne finance pas la France. Si on finançait la France, on serait peut-être donné le droit de le dire. Alors, on va prendre le deuxième téléspectateur, M. Yambré Bouraïma, qui appelle de Ouarghaï. Alors, sur le massacre ethnique, Alex, selon le collectif. M. Yambré. Oui, bonjour Lukman. Bonjour. Voilà, je voulais vraiment dire que l'information n'est pas mauvaise en cela. Mais maintenant, c'est la réplique du gouvernement qui est bizarre. Parce que lorsque le gouvernement applique ce genre de choses, c'est mieux qu'il sorte pour nous donner l'information. J'ai eu l'information sur Minute BF. Et lorsqu'on a vérifié, il se trouve même qu'il y avait 2 jeunes même du Ouarghaï qui étaient morts vraiment suite à ces problèmes-là. Et qu'il y a encore nos frères qui se trouvent à Mantagou, qui se trouvent, ça veut dire, dans la région du centre-est, des communes de Kouniang qui cultivaient là-bas, qui sont en train même de ramasser leurs effets et ils réveillent leurs bercailles comme ça. Nos frères même qui sont là-bas. Maintenant, c'est que nous, on voulait comprendre, que le gouvernement nous fasse comprendre si ce sont des terroristes qui sont en train de chasser ces gens, ou bien c'est le massacre là qui fait que les gens fuient. Comme ça aussi, on pourrait bien se préparer. C'est pas pour aller tuer tous ceux qui sont là-bas, mais c'est pour voir si ce sont les terroristes. Bon, on dit que ce sont les terroristes, même si les peuples sont des terroristes. Qui disent qu'en effet, ce sont des peuples, mais ce sont des terroristes. Qui disent que ce n'est pas seulement les peuples, parce que quand on a trouvé les gens à Rayonga et tout là, ce ne sont pas les peuples. Voilà, qu'on nous dit s'ils sont des peuples qui sont en train de tuer les gens, ou bien ils sont les terroristes. Vous voyez? Maintenant, quand il y a l'information, le gouvernement ne sort pas démentir ou bien confirmer. Maintenant, on voit nos parents qui fuient ce problème-là. Mais nous qui sommes au culturel à Ouarghaï, on se demande, mais il y a quoi aussi? Donc, nous, on veut que le gouvernement dise si ce sont les terroristes qui font ça, ou bien encore, en tout cas, c'est le massacre qui fait fuir nos parents. Pendant que le gouvernement ne veut pas rester sur place, il faut qu'il nous donne des informations. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Yambré. C'est toujours la question de la communication du gouvernement sur ces faits. C'est vrai qu'on en a parlé. Moussa, parfait. Je suis d'accord effectivement avec M. Yambré parce que effectivement, il faut qu'on encourage le gouvernement à communiquer davantage, même sur les succès des FDS. Vous avez l'impression que les succès des terroristes là, sont plus visibles que les succès des FDS. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse être fiers de ce que les FDS font. Mais là, il faut qu'on puisse dire au ministre de la Défense, notre confrère, grand frère Chérif, que de ce côté, il doit encore faire beaucoup d'efforts. Quand la dernière opération conjointe avec les Français, quand on regarde le bilan qui était fait, pendant cette période, le succès, le bilan des opérations des FDS était beaucoup plus important que ce qui était présenté comme résultat de l'opération conjointe. Donc nous sommes effectivement en droit, les Burkinabés sont en droit de savoir ce qu'on fait. Je suis d'accord aussi que quand il y a des déplacements de population, vous êtes à Ouarghaï et vous apprenez que vous avez des parents qui sont à l'est, qui sont en train de se déplacer. Ben, vous êtes en droit de vous demander, vous êtes en droit de savoir si ce déplacement est du fait des terroristes
ou bien c'est du fait simplement de la psychose qui s'empare des populations. Ou des massacres, parce que c'est ce que M. Yambré a dit. Oui, dans cette zone. Et donc, effectivement, quand on a vu l'attentat de Bungu, par exemple, quand il attaque de Bungu, le gouverneur a immédiatement communiqué là-dessus pour dire il y a eu telle attaque, il y a eu tel nombre, etc. Mais cette fois-ci, on n'a pas vu le gouverneur. Pourquoi on fait souvent du 2 poids 2 mesures? Est-ce que c'est parce qu'ici, on ne veut pas dire ce que c'est, parce qu'on dit que c'est sensible, ceci, cela, et puis bon, on laisse les... C'est un peu ce que je disais au début. Je dis qu'on peut sérieusement s'interroger sur la stratégie de communication. Effectivement, ça pose problème, parce que ce que le téléspectateur vient de dire, il a posé un problème. Il n'accuse pas. Il constate qu'il y a un mouvement de population et il veut savoir quelle est l'origine. Est-ce une origine terroriste ou bien c'est un règlement de compte? Il dit aussi qu'il y a eu 2 morts. Oui, il a dit qu'il y a eu... affaire. Oui, mais il dit cette affaire, sans bien sûr, donner on plus parle de de la détails. même affaire. Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'à partir de ce moment, je pense que on est tous d'accord là-dessus. C'est dit que peut-être que dans la lutte contre le terrorisme, le gouvernement continue à pêcher par sa stratégie. D'accord. On va prendre notre 3e téléspectateur, M. Christophe. Christophe, bon... Il n'y a pas le nom. Monsieur Christophe qui appelle de Ouaga, massacre ethnique, Alex, selon le CICIEC. Alors, Monsieur Christophe, oui. Allez-y pour votre intervention. Alors, bonjour. C'est Christophe quoi déjà? Oui, Christophe Ben. Pardon? Christophe Ben. Ok, merci. J'ai mal entendu, mais bon. Oui, allons-y. Voilà, je voulais dire que je partage le souci du respect des règles de communication. D'accord. J'indique les intervenants sur le plateau en matière de communication, surtout quand c'est des sujets sensibles. Mais je ne passe pas leur propension à balayer le reste de la main la modération comment qu'on n'oublie pas l'interpellation du collectif aux insuffisances dans leur communication. Comme le sujet est suffisamment grave, effectivement, l'État, la justice légale, a dénoncé le massacre ethnique, a l'aider, d'une part, pour travailler à protéger ce groupe ethnique, si les faits sont avérés, et d'autre part, sanctionner les auteurs de cette communication si elle s'avère mensongère, parce que ça menace dangereusement notre ensemble. Donc, à mon avis, il ne faut pas réduire vraiment leur communication au style comment on appelle, dire que c'est la déontologie. D'accord. Merci, Monsieur Christophe. Monsieur Christophe estime que, comme on dit ici, les hommes des droits disent que la forme tient le fond en l'état, mais qu'il faut aussi aller au-delà, même si c'est des formes utilisées qui ne conviennent pas peut-être avec la règle déontologique en journalisme, mais il ne faut pas qu'on s'arrête à ça, il faut voir effectivement s'il y a eu des cas, parce qu'effectivement dans les droits de l'homme, on parle d'allégation, et l'allégation, ce n'est pas une vérité établie. Il appartient maintenant au pouvoir public d'établir la vérité. Oui, c'est vrai, mais il ajoute aussi que ça peut aller dans tous les deux sens. Ça veut dire qu'effectivement, l'autorité peut vérifier cette information, et si c'est faux, qu'on puisse sanctionner ceux qui ont fait ces allégations, parce que évidemment il y a des risques de troubles. Donc ce n'est pas des questions à prendre à la légère, avec légèreté. Il faut travailler évidemment à ce que quand on communique sur ces questions, qu'on ait suffisamment de preuves. Et il appartient, je suis d'accord avec lui, que l'autorité aussi puisse s'en saisir. Il ne faut pas attendre que forcément on soit saisi. Le procureur peut s'en saisir, ouvrir une enquête, et si ce n'est pas vrai, sanctionner ceux qui ont allégué ces choses-là. D'accord, parce qu'il faut même peut-être rappeler que pour l'encadrement juridique de l'action des défenseurs des droits de l'homme, il y a une loi qui a été votée au Burkina, loi portant protection des défenseurs des droits humains, et donc dans cette loi, il leur est permis donc de donner des faits, mais si ces faits ne sont pas par la suite établis, ne sont pas vrais, peut les poursuivre. Donc je pense qu'ici, les allégations, ça fait partie du travail des défenseurs de droits de l'homme. Alors oui, M. Zeba, notre quatrième téléspectateur, appel de Ouagadougou, il revient également sur la question du massacre. M. Zeba, allez-y pour votre intervention. Oui, bonjour à tous les journalistes. Bonjour à vous. Vous savez, c'est ce qui s'est passé à Albida. Les gens ont négligé les dénonciations. Il y a eu plusieurs massacres.
Aujourd'hui, ce que j'entends sur le plateau, je me sens maîtrise. Le gouvernement a le devoir et l'obligation de donner des informations. Quand une organisation sort, ça c'est pas des informations que l'organisation en question a données. C'est une dénonciation. Ils sont en train de dénoncer quelque chose. Ce sont des faits. C'est pas une organisation de la rue où il faut s'asseoir et jeter des trucs comme ça parce qu'ils aiment. Non, c'est pas ça. L'État peut critiquer et démentir ou confirmer. Mais quand on dit non, l'État non, c'est trop facile, l'État ne peut pas faire ça. Mais moi, je peux m'asseoir dans ma maison et dire non, ils sont en train de massacrer des moustiques par là. C'est une fausse information. L'État a le pouvoir de démentir. Là, on prend un exemple. Quand les gens ont lancé des informations sur le prétexte qu'il y a du couvre-feu, il a fallu que le ministre de la communication sorte dire que c'est pas vrai. Mais ici, il s'agit de morts. On donne des précisions. On dit non, que c'est des informations. Non, c'est pas pour ça c'est pas à cause de ça on doit prendre. Mais quand même, ce sont des filles. À Hugo aujourd'hui là, c'est pas des déplacés. À Ardila là, c'est pas des déplacés. Quand on avait commencé à dénoncer là, les gens ont dit non, que c'est. Même entre nous, au grain, souvent les gens tiennent des débats. Non, il faut reconnaître pourquoi à ça passer des pulls. Mais quand on tient ce genre de propos là, c'est dangereux. Même si c'est des pulls, il n'y a pas d'autres ethnies. À Rayongo là, c'est pas un Sauro qu'on a abattu là-bas. C'est pas le chef de camp. Non, à un certain moment, même au milieu, même parmi les Burkinabés, au grain, partout là, on tient ce genre de langage. Donc, dans les provinces où il y a des discussions, on peut penser aussi comme ça et massacrer ces gens-là. Il faut vérifier et démentir des informations pour confirmer. Il ne faut pas dire à chaque journaliste, mais vous il devrait, si c'est le cas, vous devrez aller à l'information et venir les informer. Moi, je suis déclaré dans des trucs comme ça. Franchement, quoi. Ce sont des peuples hallucinants. Ce sont des humains qui sont en train d'être massacrés. Ce pas des animaux. Moi, je suis désolé. Merci. De la réaction des journalistes. Monsieur Zeba, merci pour on comprend votre émotion. Tout à fait, oui, d'accord. Oui, monsieur Zeba, on comprend, je comprends parfaitement monsieur Zeba, parce que le sujet est grave, vraiment très grave, donc on peut comprendre. Mais ce qu'il dit, en fait, il y a deux choses. Je suis d'accord avec lui que on ne peut pas réduire la question du terrorisme à la question ethnique. Je pense qu'il a cité le cas de Rayongo, où il y a des Sawadogo qui sont dedans, même s'il y a des Peuls, c'est sûr qu'il y a d'autres ethnies. Et je pense qu'on ne peut pas faire le raccourci et puis tout de suite stigmatiser que les Peuls sont des terroristes, etc., etc. Donc je pense que là, je suis totalement d'accord avec lui. Là où je suis aussi d'accord avec lui, c'est quand il parle du démenti. Là, il a dit quelque chose. Et là, il nous rejoint. Je ne sais pas s'il il a bien écouté ce qu'on a dit. Il nous rejoint. On a dit ici qu'il revient aussi à nous, en tant que journalistes, souvent quand il y a des informations comme ça, d'aller investiguer. Seulement, ce que nous avons reproché au communiqué, nous n'avons pas dit que c'est faux. Nous avons dit seulement c'est la forme, la manière, le format dans lequel le communiqué a été publié peut poser problème et ça pose des interrogations. C'est tout ce qu'on a voulu dire. Donc je pense que M. Zeba nous rejoint en fait. Il n'y a pas de Sauf que ici, M. Zeba veut qu'on mette l'État à sa place parce qu'il a le devoir et non pas que les journalistes prennent la place de l'État pour les journalistes font leur travail. Que l'État aille dire oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Le journaliste a toujours le dernier mot. Il va toujours faire son travail. Mais ici, est-ce que l'État s'est prononcé? C'est ça aussi la question. Cette affaire, la première personne que j'ai entendu parler de ça, c'est le ministre Rémi Djandjenou lui-même. Lors de l'ouverture des UACO, il est revenu sur cette question. Laquelle? Cette question de massacre. Il est revenu là-dessus et il a déploré la manière dont l'information a circulé. Et attendons, voyons voir. En tant que ministre de la Communication, c'est à une cérémonie, il déplore, mais il ne fait pas de communiquer, rien. Donc l'État... Alors, on va prendre notre dernier téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou, massacre ethnique, Alex également, pour terminer. M. Ouedraogo, allez-y. Oui, bonjour M. Lukman. Bonjour à vous. Bonjour à l'ensemble des invités. Je vous félicite dans l'ensemble. Vous avez tenu compte de mes suggestions de la dernière fois. Je suis le 5e intervenant. Et ça, en tout cas, nous apprécions ça. Ensuite, ce matin, en tout cas, j'ai pensé que le débat est très politisé, pour une fois. Et qui répond, j'allais dire, aux attentes des spectateurs.
Allez-y pour votre intervention. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Si vous durez trop longtemps sur les appréciations, vous risquez de ne pas faire votre intervention. Allez-y, oui. Voilà, merci. Bon, juste une petite parenthèse. En tout cas, c'est pas parce qu'on est endetté et qu'on dira qu'on a terminé, on ne l'a pas fait. Je dirais qu'aux États-Unis, les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. Voilà, vis-à-vis de la Chine, si la Chine retire à un moment donné, c'est vrai, mais ça va être une catastrophe aux États-Unis. Ok, ça c'est la parenthèse. Maintenant, je viens au sujet. Moi-même, je vais plutôt demander à ce qu'on mette un téléphone. Quand on parle de massacre ethnique, je pense que ce serait mieux de mettre massacre ethnique présumé à l'Est au lieu de dire massacre. Que déjà nous on qualifie, alors que c'est un sujet déjà même à polémique. Par rapport à ça, vous savez, le CISC, à l'époque, effectivement, avait parlé de comment dire ça, du génocide à Yérgou. Et récemment, le ministre est intervenu, à la conférence de presse là, ils ont intervenu. Par là même, je dénonce la lenteur au niveau de la communication des autorités, parce que il a fallu attendre beaucoup longtemps pour qu'on entende dire que ce qui s'est passé à Yérgou, ce n'est pas un génocide, et de faire attention avec les mots. Bon, nous, on l'a dit il y a longtemps, mais le ministre, effectivement, l'autorité première est chargée, effectivement, de communiquer sur ces questions-là, est venue très, très tardivement. Là, je dénonce cette attitude. Il faut être un peu prompt. Il faut aller très vite au charbon. Maintenant, je dirais qu'il faut faire beaucoup attention avec les mots. Il faut faire beaucoup attention. Comme la plupart des journalistes en face de vous l'ont dit, il faut aller aux faits. Vous expliquez les faits, et peut-être c'est l'autorité qui va qualifier, à travers ces enquêtes-là, va qualifier ces faits. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a génocide ou il y a massacre, alors que vous n'avez pas réuni un certain nombre d'éléments, un certain nombre de faits pour indiquer effectivement que nous sommes d'accord. Monsieur Ouédraogo, oui. Merci beaucoup. Merci. Les faits aussi, c'est un ensemble de mots. Alors, je voudrais simplement vous dire que pour ce qui concerne l'affirmation massacre ethnique, nous continuons pour dire selon, donc ce n'est pas nous qui affirmons, nous citons donc une organisation qui a affirmé que c'était un massacre ethnique. Ce n'est pas nous qui disions que c'était un massacre ethnique. C'est pourquoi nous citons la source donc de ce propos-là. Alors vraiment, on est au terme de l'émission. On aurait bien voulu continuer un peu, mais on est vraiment pris par le temps donc au terme. Je voudrais donc dire merci à mes invités. Moussa Sawadogo, il est journaliste, consultant. Merci Moussa d'être passé. Parfait Silga, il est journaliste, analyste également. Merci Parfait. Et enfin, Inoussa Ouédraogo, journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire Bendré, qui est un journal d'investigation. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs pour un autre numéro de Presse Eco dimanche prochain sur Dieu le veut.